Un ministre du budget censé traquer la fraude cachait, lui, de l'argent à l'étranger. Des enregistrements, des dénégations, les yeux dans les yeux, puis un aveu tardif. Combien de temps un mensonge d'État peut-il tenir quand des journalistes ne lâchent de rien? Imagine que ce soit ton argent et ta confiance en jeu. Aujourd'hui, on décortique l'affaire Cahuzac, révélée par Mediapart, et on suit la trace d'un compte en Suisse, puis vers l'Asie. Le but est simple et net. Comprendre comment un responsable public a pu contourner les règles qu'il devait défendre et comment le système a réagi. Ce scandale a frappé la France. Reste jusqu'à la fin pour voir comment l'affaire a déclenché des réformes et a ébranlé la confiance. Pour bien comprendre, revenons au début. Commençons par les faits. Jérôme Cahuzac, chirurgien devenu député du Lot-et-Garonne, est une figure montante du Parti socialiste. Au printemps de 2012, il devient ministre délégué au budget dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, sous la présidence de François Hollande. Sa mission officielle est de combattre la fraude fiscale et de redresser les comptes publics. En décembre de 2012, Mediapart révèle qu'il détiendrait un compte non déclaré en Suisse. Un vieil enregistrement attribué à Cahuzac évoque un compte à l'Union des banques suisses jugé trop visible. Le ministre nie avec force, y compris à l'Assemblée nationale, les yeux dans les yeux, et dépose plainte en diffamation. La tourmente médiatique enfle, la majorité temporise, l'opposition presse, et une enquête pour blanchiment de fraude fiscale est ouverte. Le 19 mars de 2013, une information judiciaire est lancée et le président acte son départ. Le 2 avril de 2013, devant les juges, Cahuzac reconnaît un compte à l'étranger détenu depuis des années et alimenté par des revenus non déclarés. Le mythe s'effondre. Les investigations montrent une ouverture en Suisse dans les années 90, puis un transfert vers la banque Rail et compagnie à Genève. Des sociétés écrans servent de paravent et de relais. Plus tard, les Panama Papers mettront en lumière une structure des Seychelles nommée Serman Group Limited, créée en 2009, liée à ce patrimoine caché. Ces éléments résultent d'enquêtes patientes, de recoupements et d'expertise technique. Ils heurtent l'idée d'exemplarité et la justice fiscale au moment où des efforts sont demandés à tous. La pression pour la transparence devient irrésistible et prépare des réformes majeures. Reste à comprendre les mécanismes concrets qui ont permis une telle dissimulation pendant si longtemps. Le premier article paraît le 4 décembre de 2012 et déclenche une bataille de preuves. Mediapart publie ensuite un extrait sonore présenté comme une conversation de la fin de l'an 2000. Les services fiscaux et Tracfint examinent les flux pendant que la Suisse coopère dans le cadre de l'entraide. Peu à peu, les recoupements renversent le rapport de force. La pression devient forte et durable. Voici comment le mécanisme a pu fonctionner, de façon méthodique. 1. L'ouverture d'un compte à l'étranger dans les années 90 en Suisse, auprès d'une banque de gestion de fortune. Cet abri offre secret bancaire, réseau discret et peu de traces visibles pour le fisc français. 2. L'alimentation du compte par des revenus privés, issus notamment de l'activité de chirurgien esthétique, puis la conservation de liquidités hors de France. 3. Face au durcissement international après les listes de comptes et les accords d'entraide. Déplacement des avoirs vers une autre enseigne genevoise, Rail et compagnie, avec l'appui d'un conseil en patrimoine. 4. Mise en place de sociétés écrans et de prête-noms pour atténuer la traçabilité, avec des structures offshore qui jouent d'artouffe le rôle de paravent. Le but est de brouiller les liens entre le titulaire réel et les avoirs, tout en gardant la main. Dans cette logique, un transfert ou une projection vers l'Asie peut ajouter une couche de confidentialité, car les circuits deviennent plus longs et les réponses plus lentes. Le tout repose sur une règle pragmatique. Plus il y a d'intermédiaires, plus la vérification coûte du temps. Pendant ce temps, en France, le déclarant omet ses avoirs dans ses obligations fiscales annuelles. C'est là que le bât blesse, car l'exemplarité attendue d'un ministre du budget exige transparence absolue. Sur le plan opérationnel, le schéma tient par 3 verrous. Le premier verrou est l'opacité bancaire à l'étranger, réduite mais encore réelle au début des années 2010. Le deuxième verrou est la fragmentation des preuves, car chaque intermédiaire détient une pièce et personne n'a le puzzle complet. Le troisième verrou est la crédibilité publique du titulaire, qui désamorce les soupçons par des dénégations fermes.
Or, un verrou saute quand une preuve matérielle et exploitable surgit. C'est le rôle de l'enregistrement sonore ancien et des traces bancaires qui finissent par converger. À partir de là, les enquêteurs croisent les identités, suivent les virements et demandent des levées de secrets en Suisse. Les échanges d'informations fiscales s'améliorent, sous l'impulsion européenne et de l'Organisation de coopération et de développement économique. Des acteurs clés émergent, des journalistes d'investigation, comme ceux de Mediapart, tiennent le fil documentaire et le rendent public. Des magistrats instructeurs coordonnent perquisitions, expertise voix et vérification patrimoniale. TracFin repère des signaux faibles. La Direction générale des finances publiques consolide les éléments. Plus tard, une autre source éclaire des pans entiers du dispositif, les Panama Papers. Il révèle à beaucoup l'existence d'une société des Seychelles, Sermon Group Limited, constituée en 2009 en lien avec l'architecture patrimoniale du protagoniste. Ce fragment n'explique pas tout, mais il confirme une logique d'écran successif. Enfin, le discours public sert de bouclier. Des phrases martelées devant les députés retardent l'effondrement narratif et gagnent du temps. Mais chaque démenti engage la responsabilité au plus haut niveau, et la chute n'en sera que plus dure. Ce montage a une faiblesse structurelle majeure. Il dépend de la loyauté parfaite de tous les intermédiaires et de la stabilité des règles internationales. Or, ni l'une ni l'autre n'est garantie dans la durée. Le jour où un élément fuit, tout l'édifice peut s'écrouler en cascade. Et c'est exactement ce qui va se produire lorsque les recoupements seront établis et que l'aveu finira par tomber. Cette fragilité deviendra visible quand des demandes d'entraide feront tomber les derniers verrous. Le basculement tient en une chaîne de vérification qui commence à s'imbriquer. Les enquêteurs authentifient la bande sonore grâce à des expertises et établissent des concordances avec des échanges connus. Des demandes d'entraide sont adressées à la Suisse pour retracer l'historique d'un compte. Puis les regards se tournent vers Genève et des structures offshore. Face à cette pression, l'espace de dénégation se réduit semaine après semaine. Vient alors la séquence politique. Au 19 mars de 2013, l'ouverture d'une information judiciaire est annoncée et la démission est actée le jour même. Quelques jours plus tard, le 2 avril de 2013, Jérôme Cahuzac admet devant les juges l'existence d'un compte à l'étranger, en précisant qu'il existe depuis longtemps. Pour l'opinion, c'est un séisme éthique, car l'aveu contredit des déclarations solennelles au Parlement. Les investigations approfondissent ensuite la cartographie des flux et des intervenants. Les magistrats instruisent pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale, pendant que les autorités bancaires helvétiques coopèrent au dossier. Dans le même temps, l'examen du patrimoine et des intérêts s'intensifie et les circuits financiers se dévoilent, pièce après pièce. Ce travail débouche sur un procès très suivi. En décembre de 2016, le tribunal correctionnel de Paris condamne Cahuzac à 3 ans de prison ferme et à 5 ans d'inéligibilité. Il fait appel, ce qui suspend l'exécution de la peine. En mai de 2018, la Cour d'appel requalifie et prononce 4 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis, ainsi qu'une amende, et confirme l'inéligibilité pendant 5 ans. La peine ferme fera l'objet d'un aménagement sous surveillance électronique, conformément au droit. Ce parcours judiciaire illustre la lenteur maîtrisée des procédures financières complexes. Il montre aussi que les démentis publics ne résistent pas à la concordance d'éléments matériels. À ce stade, la question dépasse la personne et touche la confiance. Comment restaurer l'exemplarité quand celui qui l'incarne a trahi cette exigence ? Pour répondre, il faut regarder les conséquences politiques et institutionnelles, car elles engagent tous les citoyens. Elles accélèrent des réformes durables. Les conséquences sont lourdes sur les plans judiciaires et institutionnels. En décembre de 2016, le tribunal de Paris condamne à 3 années d'emprisonnement et 5 années d'inéligibilité. En mai de 2018, la Cour d'appel fixe 4 années, dont 2 avec sursis, une amende et l'inéligibilité maintenue. L'emprisonnement ferme est aménagé en bracelet électronique, comme cela sera rapporté en 2019. Au-delà des peines, la parole publique est atteinte. Le choc est d'autant plus fort que le poste concerné incarne la lutte contre la fraude. Beaucoup se demandent si les règles valent vraiment pour tous. Cette crise nourrit une réponse législative. Au printemps de 2013, l'exécutif annonce un arsenal de moralisation. À l'automne,
2 lois sur la transparence créent la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, une autorité indépendante. Elle contrôle les déclarations de patrimoine et d'intérêts, prévient les conflits d'intérêts et encadre le lobbying. Son action complète les contrôles fiscaux et judiciaires, sans s'y substituer. Pour les responsables publics, les obligations de transparence s'accroissent et les vérifications se routinisent. Pour les banques, la vigilance sur les personnes exposées politiquement s'intensifie et les réponses à l'entraide se font plus rapides. Pour les citoyens, la transparence devient un réflexe démocratique, reste une réalité. La confiance se reconstruit très lentement par des preuves accumulées et des pratiques constantes. Que retenir pour ne pas replonger dans une crise de confiance ? 1. Exige des preuves, pas des promesses. 2. Refuse la confusion des rôles et l'absence d'abstention quand un intérêt privé existe. 3. Observe les signaux faibles. Dénégation absolue, chronologie bancale, écran juridique, transferts à l'étranger. 4. Soutient le journalisme d'investigation, complément des autorités. 5. Pense système, contrôles automatiques, sanctions crédibles, coopération internationale active. Ta vigilance compte, car tes impôts financent le bien commun. Si tu veux voir plus de scandales financiers révélés, abonne-toi à Money Mystery. Partage cette vidéo pour avertir plus de gens. Quel scandale enquêter ensuite ? Dis quel signe d'alerte tu surveilles désormais.